Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Bonjour Aline et merci de te prêter au jeu de l'interview pour cette rubrique Entreprendre à nu du podcast La psy du business. Alors la thématique du jour est la suivante. Ce qu'on enseigne aux autres, est-ce qu'on se l'applique à soi-même? On va creuser tout ça avec toi, Aline. Vraiment ravie de te recevoir pour cette thématique-là. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Avec plaisir et merci de me recevoir, Marie. La thématique me parle énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la dissertation philo qu'on a au bac, où on a le oui, le non, le peut-être, etc. Pour me représenter, je dis souvent que j'ai 3 casquettes. La première, c'est celle de coach business, parce que c'est mon métier, mon diplôme et c'est ma passion dans la vie, d'aider les entrepreneurs à se développer, à mieux vivre leur activité et de leur activité aussi. Ma deuxième casquette, c'est celle de fondatrice de The Big Boost, qui est mon entreprise aujourd'hui, qui a bien grossi, qui nécessite un certain nombre de travail. C'est pour ça que je considère que c'est mon deuxième métier. Et ma troisième casquette, c'est celle d'hôte du podcast Je peux pas, j'ai business, où je parle entrepreneuriat, stratégie business, et puis comment faire plus de kiff et plus de chiffre d'affaires. Alors j'aimerais creuser un petit peu derrière l'entrepreneur justement qui donne l'image que tout lui réussit. Derrière les stratégies que toi, tu donnes chaque semaine à des milliers d'entrepreneurs, tu as parlé justement de ton podcast qui est écouté, alors tu me donneras le chiffre, je ne le connais pas, mais qui est dans les tops des podcasts pour les entrepreneurs. Alors derrière toutes ces stratégies, est-ce que pour toi c'est toujours aussi simple, aussi fluide d'avancer dans tes projets? Alors, je réponds à ta question, puis après, on pourra revenir sur les chiffres, parce qu'effectivement, je me suis fait la réflexion de tiens, je me suis présentée, mais je n'ai pas présenté les chiffres qui montrent est-ce qu'elle sait de quoi elle est en train de parler, la dame. Euh, la réponse est des fois oui et des fois non. En fait, comme n'importe qui, il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est un véritable challenge. Il y a des moments où je me dis je vis la best life, c'est trop bien. Il y a d'autres moments où je me dis c'est la fin des haricots, je vais tout arrêter, redevenir caissière. Donc, je pense que tous les entrepreneurs, quel que soit leur niveau, vraiment vivent les mêmes interrogations, les mêmes hauts et les mêmes bas, simplement à des niveaux et face à des challenges différents. Dans le sens où, tu vois, quand j'ai préparé notre échange et que j'ai lu tes questions, et je te remercie de me les avoir envoyées à l'avance, c'était moins intimidant, je me suis dit, bah, en fait, les challenges que je rencontre aujourd'hui, si je les avais rencontrés il y a 3 ans, j'aurais sauté par la fenêtre, j'aurais quitté l'entrepreneuriat. Et à l'inverse, les challenges dont certaines personnes qui débutent en entrepreneuriat ou sont dans leurs premières années d'entreprise me partagent, pour moi, c'est facile. Aujourd'hui, c'est même plus des challenges et des problèmes, c'est mon quotidien. Donc, en fait, je suis persuadée qu'on a toujours des challenges, mais qu'on grandit, qu'on mature et qu'on devient fort à hauteur des challenges qui nous attendent aussi. Je sais pas si tu saisis le sens de mon propos, mais voilà, c'est une escalade. Oui, oui, tout à fait. Et l'entrepreneuriat, justement, c'est un beau terrain de jeu pour pouvoir avancer, évoluer grâce à ces fameux challenges. C'est aussi l'objet, bien sûr, de ce podcast. Caline, tu aides aussi les gens à surmonter leurs blocages, à passer à l'action, à reprendre confiance pour les aider justement à développer leur activité. Est-ce que toi, ça t'arrive de te dire, bah, je sais quoi faire, je sais comment le faire, je connais toutes les stratégies, les méthodes, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à l'appliquer pour moi. Tout le temps. Tout le temps. J'ai un exemple très précis, c'est que, tu vois, en ce moment, j'ai du mal à être régulière sur Instagram. Si je dois être totalement honnête, je pense que 80%, c'est un manque de temps dans le sens où il y a tellement d'autres choses qui sont prioritaires. Pour revenir un petit peu sur les chiffres, aujourd'hui, donc tu as cité le podcast, je t'en remercie. On fait à peu près 100 000 écoutes par mois sur le podcast. Il y a toujours des centaines de clients. J'ai accompagné plus de 13 000 clients. J'ai une équipe avec des salariés, des freelances. Donc, c'est quand même une grosse machine qui fait que la création de contenu, comme je suis toute seule à la faire au sein du business, que ce soit le podcast, YouTube, Instagram, LinkedIn et compagnie, bah, c'est pas toujours la priorité dans mon emploi du temps. C'est pas toujours l'urgence non plus du moment. Et j'ai du mal à rester régulière. Et en fait, j'ai envoyé la semaine dernière un message à une consultante, justement, Instagram, etc., où je lui faisais le brief de mes besoins et j'ai dit, en gros, il faut que tu m'accompagnes. Et elle m'a répondu, mais je ne sais pas ce que je pourrais t'apprendre parce que tu as déjà une communauté de quasiment 100 000 abonnés sur Instagram. Je la voyais presque avec un syndrome de l'imposteur. Là, c'est peut-être moi qui projette. Et je lui ai dit, mais en fait, je sais ce que je dois faire, mais en fait, j'arrive pas à me dépatouiller avec. En gros, j'ai le mode d'emploi dans ma tête, mais c'est un puzzle déconstruit. Et j'ai besoin que quelqu'un s'assoie avec moi et reconstruise le puzzle pour que le plan d'action devienne clair. Je sais que je pourrais y arriver toute seule, mais ça va me coûter un temps et une énergie démentielle que je n'ai pas aujourd'hui. Là où si tu le fais avec moi en une demi-journée, c'est plié. Et après, moi, je suis très bonne élève. Une fois que j'ai mon plan d'action, j'applique, il n'y a pas de problème.
Donc, pour répondre à ta question, long story short, bien sûr qu'il y a des moments, je sais ce que je devrais faire, mais je ne passe pas à l'action. Il y a peut-être d'autres choses après, côté psy à creuser. Moi, je donne juste quelques petites indications pour les personnes qui nous écoutent, dans le fait que connaître une stratégie, bah, ça suffit pas toujours pour la mettre en œuvre, hein. Tu l'as dit, tu sais quoi faire, mais tu le mets pas forcément en œuvre parce que nos comportements ne sont pas aussi pilotés que par notre cognition, que par notre mental, que par le côté rationnel. Ils sont aussi pilotés par notre système nerveux, par nos schémas. Et puis il y a un phénomène aussi intéressant en psycho. On parvient plus facilement à donner à l'autre les conseils qu'on n'arrive pas soi-même à s'appliquer parce que la situation de l'autre, justement, est désincarnée. Elle n'est pas menaçante. Il n'y a pas d'enjeu. Et donc, dès qu'on est soi-même impliqué dans ce qu'on a à mettre en place, bah, le système de protection peut rentrer en jeu. Donc, la peur, le doute, le regard de l'autre, la honte potentielle. Chez les professionnels de l'accompagnement, donc les coachs, les thérapeutes, les formateurs, tu endosses toutes ces casquettes-là, Aline. Je trouve que c'est intéressant parce que ce décalage est très courant et souvent Mm. aussi une forme de honte, dans le sens où, savoir qu'on doit faire sans pour autant pouvoir le faire, c'est une expérience qui peut être déstabilisante pour l'identité. Notamment quand on a construit cette identité, sur la légitimité, sur l'expertise. Je maîtrise tout, mais j'ai du mal malgré tout à le mettre en place et c'est mon identité. Donc c'est d'autant plus déstabilisant pour ce type de profil-là. Alors c'est pas forcément ton cas, Aline, je le mets juste entre parenthèses pour les personnes qui nous écoutent. Je pense que c'est totalement mon cas sur certains aspects et à certaines mesures. Je l'avais pas nommé de cette manière-là. Je me reconnais dans certains de tes propos. Et c'est pour ça que dans ma réponse, j'ai dit 80% c'est les priorités, l'organisation, etc. Je Mmh. suis aussi consciente, si je dois être totalement honnête, des 20% restants de ah bah comme j'arrive pas à développer mon compte Instagram, il stagne. Comme il stagne, il y a tout un panel d'histoires qui se déroulent dans nos têtes, dans ma tête en l'occurrence, de est-ce que c'est toujours aussi intéressant? Est-ce que je suis déjà obsolète? Est-ce que les gens s'intéressent encore à moi? Qui peut mener, et ça je suis assez vigilante par rapport à ça et je m'auto-botte les fesses moi-même, à parfois un processus de sabotage. C'est plus facile de ne pas le faire parce que je suis en maîtrise de mon échec. VS, si Mmh. je le fais que ça ne fonctionne pas, l'échec ne m'appartient plus et je ne suis plus en contrôle de mon échec. Tout à fait, ouais. C'est très intéressant et le regard que tu as et la lucidité que tu as justement sur ton propre comportement. Hem, ouais, alors on va passer à autre chose. Tu parles souvent d'exigence dans le business. Est-ce que toi, ton niveau d'exigence envers toi est le même que celui que tu donnes pour tes clients? Est-ce que tu es plus dur avec toi qu'avec les autres? À 2000%. Je pense que j'ai le même niveau d'exigence avec moi-même qu'avec mon équipe, par exemple, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je pense que je suis plus dure avec moi-même que je ne le suis bien sûr avec mes proches et mes clients. Qu'est-ce que ça te coûte, cette exigence, si on voulait creuser un petit peu? Oh, Est-ce que ça te j'aimerais fait quelles tellement les appeler mon conséquences ou compagnon ouais. qui vienne à côté de moi et qui te fasse la liste. Combien de Mmh. temps on a, Marie? Je pense que ça me coûte et que ça me rapporte. Sinon, ce serait pas un Mmh. schéma que je continuerais à entretenir. Ça me rapporte une certaine image et une fierté aussi de faire mon travail d'une manière que je juge la plus proche possible de l'excellence selon mes critères. Par contre, être exigeante et dure parfois envers soi-même, ça te coûte la culpabilité quand tu es censé prendre un jour de repos. Ça te coûte une insatisfaction chronique ou alors une satisfaction très éphémère et qui passe très vite avec les nouveaux challenges qui nous attendent. Et parfois une difficulté à se réjouir des victoires. Et j'ai envie de creuser un petit peu parce que tu me le Je te tends des proposes en fait, perches. hein, tu me tu me donnes des belles perches. Cette exigence, elle te protégerait de quoi, Aline? Si tu maintiens, ce système d'exigence, c'est que ça t'apporte quelque chose, mais elle peut aussi te protéger de quelque chose. Est-ce que tu as une idée? Je réfléchis intensément à ta question. Est-ce que ça me protège de quelque chose ou ça me permet d'alimenter une image et un rôle qu'on m'a donné? Parce que c'est souvent une stratégie d'adaptation, hein, cette forme d'exigence et elle peut protéger, de plein de points. Ça peut protéger, je parle aux personnes qui nous écoutent, de la honte. Parce que, par exemple, si je suis parfaite, on pourra bien sûr rien me reprocher. Ça me protège, hein, de la honte. Ça me protège aussi ça peut me protéger de l'abandon, parce que si je me relâche, bah, je perds ma valeur aux yeux des autres. Ça peut me protéger de l'échec vécu comme une menace, en fait, de mon identité. Je suis Aline, forte, responsable, perfectionniste, enfin qui droite dans ses bottes, qui est capable de donner beaucoup d'offrir beaucoup de choses pour les personnes. Cette identité-là, je l'ai construite.
Cette exigence-là, je la maintiens parce que ça me permet de conserver cette identité. Et quand on comprend ce qu'elle protège, justement, on peut commencer justement à se demander si on en a encore besoin de cette protection-là, si on a encore besoin de cette exigence-là. Des options que tu me suggères, celle qui me parle le plus, c'est peut-être l'abandon de manière plutôt détournée. Je pense que j'ai vraiment cette image de bonne élève parce que c'était la manière dont j'ai été éduquée. Si je dois raccourcir à l'extrême, tu es aimable parce que tu as des bonnes notes, tu es aimable parce que tu es Mmh. la gentille fille sage, tu es aimable parce que tu ne fais pas de vagues et parce que tu es performante et excellente. L'entrepreneuriat nourrit aussi hein, cette performance. Et je pense que c'est comme ça que j'ai construit mon identité, de dire c'est par le Mmh. résultat, la réussite et la performance que tu as ta place dans le monde, que tu as ton utilité dans le monde et que tu es aimé aussi. Très intéressant, effectivement, l'identité qui tourne en fonction de ton activité, finalement, ton activité qui vient nourrir aussi ton identité. Mhm. J'ai envie de basculer sur une autre question qui a trait à ton chiffre d'affaires. Est-ce que ton chiffre d'affaires influence la manière dont toi tu te perçois? Et pour aller un petit peu plus loin, qui es-tu, Aline, sans ton business, sans tes activités? Ça influence totalement la manière dont je me perçois. Pas parce que l'argent en soi, mais parce que l'argent est un indicateur de performance en business. Mhm. Clairement, c'est le premier indicateur de tous, le chiffre d'affaires. Et que du coup, moins de chiffre d'affaires de manière non désirée, hein, non volontaire, veut dire que le business est moins performant, factuellement parlant. Même si j'entends qu'il peut y avoir beaucoup de nuances là-dedans, de contre-exemples, de cas exceptionnels, etc., ça reste comme l'indicateur numéro un sur un bilan comptable. Donc, quand je fais moins de chiffre d'affaires, j'ai l'impression d'être moins performante. Et du coup, ça touche mon bouclier numéro un et mon identité numéro une. Donc, forcément, Mhm. ça m'atteint. Et du coup, qui est Aline en dehors du business? Ça, c'est. Je suis contente que tu me poses la question parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années. Je pense que si tu m'avais posé la question il y a 2 ans et demi, je t'aurais dit rien, je ne suis rien, mon business est mon bébé. Et c'était vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, je suis devenue aussi une compagne, je suis devenue une sœur, ou je suis redevenue une sœur, une fille, une amie pour plein de personnes. Et je pense que le business fait évidemment partie majoritairement de mon identité, mais que si demain tout s'écroule, je resterai moi quand même. Je sais pas si ça fait sens. Ah, on voit en tout cas vraiment la maturation que tu as eue, tu le dis très bien. Il y a 2 ans, c'était Mhm. pas du tout la même chose et là, tu as eu Mhm. une belle évolution. Tu es autre chose, hein, il y a plusieurs Aline, Aline du business et Aline, sœur, compagne et cetera. C'est la fusion identitaire, en fait. Quand l'activité entrepreneuriale devient vraiment le principal espace pour se construire soi-même. Un espace où on peut travailler notre estime de soi et là, à ce moment-là, bah, le chiffre d'affaires peut devenir un baromètre, pas forcément que un baromètre de la performance, mais un baromètre de notre valeur. Plus je fais du chiffre, plus je vaux quelque chose. C'est une position un petit peu fragilisante en termes psychiques, on va dire, parce que elle rend l'estime de soi très dépendante de variables externes, des variables donc hors contrôle. Tout Et à cette fait. question de qui tu es sans ton business, c'est, je crois, une question clinique très, très importante et bon, j'invite les auditeurs à se poser cette question, fondamentale parce qu'elle invite à travailler sur son identité et ce que l'identité stable, celle qui va pas s'effondrer au premier obstacle. Si demain ton business se casse la figure, qu'est-ce qui reste? Et beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à répondre à cette question. Là, on voit qu'il y a une belle maturation dans ton parcours, Aline. Et tu vois, est-ce que je peux rebondir là-dessus, Marie, ou est-ce que Bien sûr, on oui. a le temps? Je te remercie de saluer les efforts de travail que j'ai fait sur moi-même parce que ça n'a pas été facile. Et tu vois, même quand je t'adresse cette réponse de dire bah, je suis aussi une sœur, une amie, une conjointe, etc. Worst case scénario, je touche du bois, du singe, tout ce que tu veux. Worst case scénario, je perds tout ça. Je me sépare de mon chéri, ma famille ne m'adresse plus jamais la parole, je me retrouve vraiment toute Mmh. seule. Bah, je me suis quand même définie identitairement au travers d'un rôle que j'avais auprès d'autres personnes. Et du coup, la question, c'est Oui, si on m'enlève ce rôle où je me définis non plus au travers de mon business, et non pas en travers de qu'est-ce que j'apporte à d'autres, finalement. C'est quoi oui. mon rôle auprès d'autres? Qu'est-ce qui reste, tu vois? Ouais, ouais, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui reste? Quelle est ton identité, fiable, en fait? Et comme on le dit, c'est une identité qui va rester, perdurer dans le temps, indépendamment de ta famille, de ton entourage et de tout le reste. On parle du business, mais il y a pas que ça. Exact. Tu parles souvent de, passer au niveau supérieur. Est-ce que toi, tu arrives à être satisfaite, des niveaux que tu atteins ou est-ce qu'il y a toujours un après? Est-ce qu'il faut toujours aller plus loin? Je pense que les deux sont pas incompatibles. Je suis toujours très satisfaite de là où je suis,
sans que ça m'enlève l'envie d'aller chercher le niveau supérieur. Encore une fois, je pense que tout se résume à la définition et on va dire aux valeurs qu'on met dans la performance. Est-ce que la performance est là pour combler un manque Mmh. ou une espèce de fuite vers l'avant? Ou en fait, est-ce que c'est juste, et c'est mon cas, un jeu de oh là là, on m'a mis dans un jeu vidéo extraordinaire, grandeur nature, qui s'appelle l'entrepreneuriat. Je veux aller jusqu'au niveau le plus haut possible. Jusqu'où est-ce Mmh. que je peux aller? Et ça n'empêche pas d'être satisfait des performances actuelles ou du niveau actuel et de vraiment aimer cette expérience, prendre un vrai plaisir, mais toujours vouloir aller voir ce qui se cache dans le niveau d'après. Et je me mets plus dans cette catégorie-là. Après, peut-être que tu as des pistes pour moi, je suis ouverte. J'ai pas du tout la sensation en tout cas dans cette recherche de performance, de fuir quelque chose. Des bouts de suggestions, pas forcément pour toi encore Aline, hein, parce que je te connais pas assez bien, mais dans ce que je vois lorsque j'accompagne des clientes sur ce schéma-là, c'est le mouvement perpétuel, donc les nouveaux projets, les nouveaux défis, les nouveaux paliers qu'on essaye d'atteindre. Ça peut être une façon un peu sophistiquée d'éviter aussi le contact avec soi-même. Parce que quand on s'arrête, qu'est-ce qui reste finalement? Et ce reste-là, enfin, le silence qui reste, le rien, ça peut ramener aussi à un vide intérieur qu'on a peut-être du mal à habiter autrement que par la recherche de toujours plus loin. Et il y a certains entrepreneurs qui s'arrêtent jamais justement parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ce silence en fait. De si je n'ai plus ce business, si je n'ai plus, on revient à la question identitaire tout à l'heure. Il y a aussi la question de qu'est-ce qui serait inconfortable dans le fait de s'arrêter. Demain, tes business s'écroulent. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu pourrais le ressentir? Si je dois répondre, c'est horrible, hein, mais si je dois répondre très honnêtement, la première réponse instinctive qui m'est venue en tête, c'est tant mieux, parce que comme ça, je peux Mmh. recommencer de zéro en supprimant toutes les erreurs que j'ai faites jusqu'ici. C'est intéressant. Mmh. Alors, on va parler d'organisation. Ton organisation, tu l'as souvent dit, tu le matraques un petit peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux et ailleurs, c'est vraiment ta botte secrète, tu es la reine de l'organisation. C'est une force pour toi. Est-ce que ça peut aussi être, selon toi, une façon de contrôler? Tu pourrais peut-être éventuellement dire d'autres choses. Est-ce que c'est qu'une force? C'est les 2. Clairement, c'est les 2. Je pense que je suis quelqu'un qui, et je pense que ça se sent dans dans nos échanges, je suis quelqu'un qui aime le contrôle et qui a besoin de contrôle. C'est ma manière de garder ma Mmh. sécurité, intérieure, extérieure et cetera. Donc je passe toutes les réponses de surface de: «Oui, bah, l'organisation permet d'être plus efficace pour l'atteinte de ses objectifs». Ça, je pense qu'on est Mmh. tous d'accord là-dessus. C'est une nécessité pour pas te contrôler. Je dois même dans ma vie Mmh. personnelle, s'il y a pas de plan, si je vais dans une soirée, dans un événement, en voyage et qu'il y a pas de plan, ça va générer de l'anxiété. J'ai Mmh. besoin de savoir comment les choses vont se Mmh mh. passer, j'ai besoin de savoir à quoi m'attendre et c'est quelque chose qui s'est beaucoup amélioré chez moi ces dernières années. J'ai beaucoup plus de lâcher prise, d'acceptation de l'instant présent et de la non-connaissance. Mais il y a un moment, il y a peut-être 5 ou 10 ans de ça, de ne pas savoir comment allait se dérouler un week-end pouvait me déclencher une crise d'angoisse. Mmh. Là, aujourd'hui, bon, ça va beaucoup mieux. C'est intéressant ce que tu racontes parce que, je pense que la recherche de contrôle, la recherche, on va dire, compulsive de contrôle, donc le fait d'avoir un emploi du temps vraiment minuté, tout organisé, très rigoureusement, d'avoir des projets en cascade, tu vois? De enchaîner les projets les uns après les autres, c'est une des réponses aussi très communes d'un système nerveux qui est en insécurité. Et quand l'environnement extérieur est un peu chaotique, quand j'ai de l'anxiété, tu en as parlé, je suis un peu anxieuse, quand, j'ai peur, quand il y a de l'incertitude, on va mettre de l'ordre dans l'environnement extérieur. C'est vraiment un mécanisme de régulation par le contrôle, régulation du système nerveux par le contrôle. Alors, en tant que coach business, tu parles souvent de stratégie, Aline. Est-ce qu'il y a des choses que tu observes chez tes clients qui dépassent le business? Donc, quels seraient les blocages que tu peux rencontrer chez les personnes que tu accompagnes qui en réalité n'ont rien à voir avec le business? Tous, Marie, tous. Si je caricature mon propos, qui est aussi le propos que je tiens, hein, souvent, à mes coachés, mes élèves et cetera, c'est au final, tout le monde sait quoi faire ou tout le monde sait comment aller chercher l'information. Mmh. Ce qui fait qu'on ne le fait pas. Ou qu'on bloque, ou qu'on se décourage, ou qu'on procrastine, ou qu'on part dans des trous de lapin, ou qu'on fait tout, voilà. C'est, 100 notre état d'esprit, notre mindset, nos blocages, notre inconscient, on nommera ça comme on veut, mais en tout cas, c'est rarement business. Tu peux donner la stratégie la plus parfaite à quelqu'un qui n'a pas les compétences intérieures encore pour implémenter, passer à l'action, ça n'aura aucun résultat. Alors que tu peux aider quelqu'un à travailler sur lui, à développer un état d'esprit ouvert, solide, qui se fait confiance, même sans stratégie business ou juste en lui donnant une liste avec 3 bullet points, il arrivera à faire des miracles. Mmh. Et ça met vraiment en avant que, ce que les coachs business, enfin tous observent sur le terrain et que la psychologie confirme, c'est que la grande majorité des blocages, durables en tout cas, ont une origine
psychique. Alors on parle mindset, moi j'allais creuser un peu plus sur le côté psychique. Je le dis, des croyances limitantes qui peuvent être ancrées aussi dans l'histoire personnelle. Je sais pas moi, des blessures d'attachement qui vont se rejouer dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Plein de choses qu'on peut travailler effectivement. Et c'est passionnant parce que la stratégie seule, tu l'as bien dit, ne peut pas atteindre toutes ces couches-là. Alors c'est pas une critique bien sûr du coaching business, hein, c'est simplement juste reconnaître que l'humain est plus profond que les stratégies, que les habitudes, que les comportements et qu'il y a d'autres couches à travailler. Pour le coup, je te rejoins totalement. Et c'est pour ça aussi que je fais du coaching business, mais dans le sens coaching diplômé. C'est pas juste je suis là à déblatérer des stratégies, ça c'est réservé pour le podcast. Mais je suis d'accord avec toi que sans travail sur la personne et son identité, on bloque très très vite. On le dit tout le temps, hein, que l'entrepreneuriat est un chemin de connaissance de soi qui est absolument extraordinaire, un chemin aussi d'apprentissage et d'épanouissement. Mais c'est dur. C'est Mmh. dur aussi, ça demande de se remettre en question constamment, d'en apprendre sur soi, de se challenger, d'aller voir là où c'est pas confortable, c'est pas toujours facile. Oui, tout à fait. Alors justement, je vais rebondir sur une question, qui te concerne plus précisément Aline. C'est quoi pour toi aujourd'hui, ta lutte intérieure, s'il y en avait une à nommer, ta lutte intérieure principale? Si on avait qu'une à nommer, celle du moment, j'en ai trop qui viennent en même temps à l'esprit. Je pense que celle du moment, c'est quel est mon niveau de responsabilité sur les résultats que je fournis à mes élèves, clients, accompagnés, coachés, etc. Pendant très longtemps, je voulais prendre 100% de la responsabilité, en mode, bah, si ça ne fonctionne pas, c'est que je ne suis pas une bonne coach ou je ne suis pas une bonne professionnelle. Comme ça, j'élargis, chacun pourra laisser ça résonner si c'est le cas. Ensuite, je me suis raisonnée en disant, non, mais en fait, moi, je suis responsable des moyens, mais pas des résultats, en tant que professionnelle de l'accompagnement. Et récemment, je fais un peu marche arrière pour essayer de retrouver un équilibre entre les deux, en me disant, certes, je ne suis pas responsable des résultats parce que je ne suis pas la personne qui passe à l'action, je ne suis pas la personne qui va implémenter, qui va demander de l'aide quand elle a besoin, Mmh. etc. Et en même temps, dans un milieu où aujourd'hui, là, je vais parler très franchement, le coaching business, ça devient un peu tout et n'importe quoi dans les personnes qui se lancent, etc. On a aussi une responsabilité auprès de nos clients de déontologie, de posture, de personnalisation de l'accompagnement, de prise en considération de leur individualité, de leur contexte, etc. Et je pense que c'est quelque chose que jusqu'ici, je refusais de voir vraiment à 100%. J'en avais conscience, j'en tenais compte, mais de la manière que ça m'arrangeait, si je dois être totalement honnête. Et là, j'ai un peu ouvert la boîte de Pandore ces 6 derniers mois, on va dire, ce qui a généré du syndrome de l'imposteur, ce qui a généré certains blocages, ce qui m'a obligé à voir des choses qui n'étaient pas toujours faciles à voir. Mais je trouve ça très libérateur. Et je suis persuadée de toute façon que dans la suite, je vais pas parler du milieu en soi, mais en tout cas, dans la suite de ma carrière à moi, c'est quelque chose qui va être un tournant. C'est intéressant parce que toi, tu me parles de responsabilité, hein, ta responsabilité auprès des résultats de tes clients. Effectivement, ce chemin que tu as fait, encore une fois, il y a une évolution entre ce que tu as pu penser avant et ton parcours actuel. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un révélateur, je crois, psychologique hors pair. Parce que justement, Mm, mm. précisément, parce qu'il place l'individu dans des situations de confrontation. Il y a tout le temps de la confrontation avec le regard des autres, par exemple, quand on va travailler à la visibilité, avec l'argent, on va travailler la sécurité intérieure avec l'échec de tes clients par exemple. On va travailler l'estime de soi, avec le succès. Ça, c'est un miroir en fait, je le vois vraiment comme un Mm. miroir à l'entrepreneuriat. Et ce qu'on évite dans le business, ben, on l'évite aussi en soi, souvent. Et ce qui nous bloque dans le business, bah, quelque chose aussi nous le maintient en place, en fait. On est là. Totalement. Alors, qu'est-ce que ton business, toi, Aline, t'a appris sur toi? Marie, tes questions, elles m'arrangent pas. C'est encore une Ça question que j'ai envie de titille? dire, oh là là. Non, non, c'est pas que ça titille du tout. Je me suis vraiment, vraiment fait la promesse en me joignant à cette réunion Zoom avant de notre podcast de pas mettre le masque de l'entrepreneur performante qui est là pour Mhm. montrer qu'elle a tout compris et qui veut renvoyer la meilleure image possible, mais vraiment de me dire quelles sont toutes les choses que je peux partager, y compris les failles, les zones d'ombre et les choses dont je suis moins fière, qui, selon moi, pourraient apporter un effet miroir ou aider des personnes dans Mhm. l'audience parce que c'est des choses que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancée ou quand j'ai développé mon business, tu vois. Donc, tes questions me titillent pas parce que je suis vraiment prête à jouer le jeu de la pure honnêteté radicale. Mais par contre, à chaque fois, je me dis, mais il va falloir des heures pour répondre. Je pense que si je me fie à mes expériences de ces 6 derniers mois, le business m'a appris à devenir une meilleure personne. Ça, c'est sûr. Comme on a dit, ça te fait travailler sur un 360, ce qu'il y a de mieux en toi et ça l'exacerbe. Tes zones d'ombre et ce que tu ne veux pas voir et ça te force soit à l'assumer, soit à l'améliorer, soit les deux. Je pense que ces derniers mois, ça a fait de moi quelqu'un
de plus assertive, un peu plus dure aussi. J'ai enchaîné un certain nombre d'expériences extrêmement désagréables, déstabilisantes et traumatisantes pour certaines. Et aujourd'hui, ça a fait de moi quelqu'un d'un peu plus dur, de plus assertive. Et je pense, j'avais vu il n'y a pas très longtemps, je serais très intéressée d'avoir ton regard de psy là-dessus. J'ai l'impression d'être moins dans la sympathie, toujours dans l'empathie, mais d'avoir moins de connexion émotionnelle avec certaines situations, certaines personnes. Alors, est-ce que c'est moi qui ai juste appris à remettre un curseur plus équilibré entre je me protège moi vs les émotions de la personne en face, ou est-ce qu'il y a un espèce de durcissement et de bouclier intérieur pas très bien qui s'est mis en place? Je ne sais pas, mais j'ai cette sensation récemment de devenir toujours très bienveillante, toujours avec envie de bien faire pour les autres, mais plus distante. Effectivement, on va pas le creuser ici parce que sinon il faudrait des heures et des heures de travail psycho en séance. La seule question que je peux te donner et qui peut te permettre toi de réfléchir de ton côté, c'est déjà comment tu te sens par rapport à cette distance. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de t'asseoir dans ta nouvelle posture que tu es en train de te forger? Est-ce que ça te travaille de manière assez pas très agréable cette distance? Je me reconnais plus dans cette distance que je mets avec mes clients. C'est plutôt comment tu te sens. Par rapport à ce ressenti-là, on va voir s'il y a un truc à travailler et c'est profond, c'est douloureux, donc c'est à travailler ou alors c'est agréable parce que tu montes en posture, tu montes en estime, tu arrives à poser, je sais pas, des limites, un cadre que tu arrives mieux à respecter. Je ne sais pas, hein, c'est une ouverture. C'est Mhm. d'abord comment je me sens par rapport à ça et ensuite on va voir s'il y a des choses à tirer. La question est ouverte. Tout à fait. Alors, si une version plus jeune d'Aline arrivait en séance avec toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Séance, ça veut dire genre elle s'assoit à côté de moi, puis tu es notre psy Non, ou séance de toi coaching Aline avec en moi? fait. Voilà, une séance de coaching avec toi. Donc tu reparles à l'Aline d'il y a, je sais pas moi, 5, 10 ans, on va dire 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Aline? Oh, bah de continuer à s'accrocher parce que tout va bien se passer et qu'elle va vivre des années extraordinaires, c'est sûr. Je lui dirais de commencer à piloter à la data dès le début de son business, de pas penser que les chiffres sont secondaires ou pas importants, parce que bah, dans le meilleur des cas, ça aide à prendre des bonnes décisions et ça aide aussi à documenter hein, la progression de son entreprise, etc. Bon, je pense que c'est ça, que tout va bien se passer. Merci. Alors on voit le côté effectivement purement business en fait, hein. S'accrocher, revoir les datas, évolution constante, avancer dans ton business. OK, c'est intéressant. Si tu devais revenir, Aline, sur, 1 ou 2 éléments de cette interview, donc c'est la dernière question de cet épisode, quels seraient pour toi, selon les points forts? Qu'est-ce que tu aimerais garder de cette interview? Quels sont les messages que tu aimerais passer aussi peut-être aux auditeurs? Le premier, il est issu d'une discussion que j'ai eue avec des amis entrepreneurs ce week-end. Il y en a une d'entre nous qui a dit tout le monde ment. Et on a eu un grand débat en disant est-ce qu'on ment, est-ce qu'on est vulnérable, est-ce qu'on est authentique sur les réseaux sociaux, etc. On parlait beaucoup de visibilité, etc. Et en fait, je pense qu'elle avait raison dans un certain sens que tout le monde ment. En fait, on choisit tous l'image qu'on donne de nous. Et par défaut, comme on ne montre pas H24 de notre vie, les gens interprètent les pièces du puzzle qui manquent, ceux qu'ils ne voient pas, et donc projettent une image qui est potentiellement un petit peu fausse. Donc en fait, j'aimerais que les gens qui nous entendent et qui nous écoutent partent du principe qu'en fait, tout le monde ment, mais pas méchamment, pas consciemment, mais que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est qu'une partie de la vérité. C'est la vérité pour les personnes les plus authentiques. Là, je mets de côté les personnes qui mentent, qui racontent de la merde, etc. Les personnes qui sont authentiques et vulnérables et que vous aimez sur les réseaux sociaux, partez du principe que ce n'est qu'une partie de la vérité, que c'est comme si vous voyiez 3 pièces du puzzle sur les 1800 pièces. Donc ne prenez pas ça comme acquis et faites attention à la partie de vous qui est en train de projeter ce qui reste sur les zones d'ombre que vous ne voyez pas. De dire, ah, cette personne, elle a partagé des super bons résultats dans son business, donc ça veut dire que toute la journée, elle kiffe et qu'elle a tout le temps ces résultats-là. Peut-être pas. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Tu vois, même moi, Marie, j'essaye de faire preuve de vulnérabilité dans notre épisode de podcast, mais il y a plein de choses que je ne dis pas parce qu'on n'a pas eu le temps ou parce que l'occasion ne s'est pas forcément présentée, qui fait que les gens vont projeter une certaine interprétation de moi et de ma posture, alors que peut-être, bah, s'ils savaient la dernière fois que j'ai pleuré ou ce qui se passait dans ma tête, ça remettrait en cause une partie de leur projection, quoi. Et je pense que la deuxième chose que je pourrais partager, qui est un petit peu en rapport avec ça, c'est, je crois que le truc le plus intéressant qu'on peut faire dans son parcours entrepreneurial, et celui qui va le plus nous aider à progresser, c'est vraiment de se dire, OK, je me retrousse les manches, c'est quoi mes zones d'ombre? C'est quoi les trucs que je veux pas voir? C'est quoi les aspects avec lesquels je suis pas confortable? C'est quoi là où vraiment, finalement, j'ai des trucs à travailler parce que je suis pas parfait là-dessus, ou je suis pas excellent là-dessus, et d'y aller. Avec toi, par exemple. Oui, ça peut effectivement permettre de gagner, des années de travail et ça permet de d'avancer à la fois sur la partie, stratégie business et à la fois sur soi, hein, parce que tout ce qu'on travaille en psycho ou avec d'autres professionnels de santé permet forcément d'avoir un impact sur les autres sphères.
pour rappeler la thématique de l'épisode, c'était ce qu'on enseigne aux autres, est-ce qu'on se l'applique à soi-même? Donc j'invite aussi les auditeurs à se poser toutes les questions qu'on a pu voir ensemble avec Aline et à observer, pourquoi pas, à quel moment, dans, votre business, vous vous traitez peut-être comme, vous ne traiterez pas forcément vos clients. Hein. Est-ce que ce que vous enseignez aux autres, vous l'appliquez à vous-même? Je te remercie Aline pour ce temps passé ici. Avec plaisir, Marie, Ouais. c'était un super échange. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!